Cette semaine, on se demande si les restos montréalais n'ont pas oublié leur fonction première. On apprend que nos cheveux en disent long sur l'état de l'économie. Et on invite notre collègue journaliste Salomé Mahari pour jaser de son micro-mag sur les familles pluriparentales. Bienvenue au Balado Urbania, où à chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vu passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab, et le dernier resto que j'ai essayé, c'était le Nil Bleu. C'est éthiopien. Ça, c'est original. C'est delicioso. Ouais. C'est vegan. C'est très vegan friendly, là. Et sans gluten? Sans gluten friendly. Intéressant. Si vous avez des intolérances alimentaires, pour vrai, je vous invite ou des limitations, à y aller. C'est vraiment délicieux, puis pour vrai, c'est pas trop cher. J'ai commandé, par exemple. OK. Via une Ce sont des petites crêpes que tu trempes, si je ne m'abuse. C'est comme des crêpes à base de farine de teff, et tu trempes ça dans diverses sauces, petites préparations, petits mijotés. Fait que c'est le fun. Je vous conseille le petit menu dégustation parce que tu peux manger plein d'affaires. Caroline, on va l'essayer. Moi, c'est Flo, puis si je me fie à mes cheveux, l'économie aimerait vraiment un toupette, mais elle est pas game. OK, il faut que je dise, Florence, que ça fait maintenant des mois que tu me parles que tu veux te faire couper les cheveux et que le nombre de fois où tu es allée faire ce que tu disais est zéro. Ben, je vais m'adresser à toutes les cheveux frisés girlies qui me comprennent. C'est pas facile coiffer des cheveux frisés, puis c'est pas facile bien faire couper des cheveux frisés non plus. Alors, it's quite the struggle. C'est que ça prend beaucoup d'investissement, je pense, en termes de produits et de temps. Ouais, puis tu sais pas si, quand tu sors de chez la coiffeuse, ça va ressembler à ton quotidien. C'est comme deux games. Ouais. Fait que j'envoie des belles énergies au frisé. Au frisé girlies. C'est moi qui commence cette semaine. Oui, vas-y. Ben, Florence, on vit un grand problème de société à Montréal en ce moment. À l'heure actuelle, plusieurs restos et cafés magnifiques ouvrent leurs portes un peu partout dans la métropole et grâce au pouvoir de la gentrification, on assiste même à l'ouverture de cafés et buvettes cool dans des quartiers qui ne le sont historiquement pas, comme la Chine ou même sacrilège, la Rive-Sud. Ces établissements-là sont souvent très beaux, super design et possèdent une ambiance super agréable, le service tip-top, le néon en forme de lasagne présent. Sauf que la bouffe, elle, là-dedans, ou même la qualité du café est parfois mise de côté au profit de l'ambiance et du look du resto. Pas toujours, là, précisons-le, mais parfois. Là, rassure-toi, j'ai pas envie de tomber dans un discours moralisateur ou même nihiliste de « les jeunes vont au resto se prendre en photo, profitent plus du moment présent, les gens vivent leur vie à travers leur téléphone ». Je suis tellement tannée de ça. Parce que, ben c'est vrai en partie, mais aussi pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Oui, les réseaux sociaux ont créé des effets de mode autour de certains restos comme le petit deb de Noël. Oh! Ah, sur Saint-Laurent, hein? J'ai voulu y aller, c'était tout le temps plein. Ben c'est ça, c'était partout sur TikTok pendant le temps des fêtes. Puis il y avait, là, pour vrai, c'était pas trop loin de chez moi, donc je passais souvent devant un line-up, beau temps, mauvais temps. Des fois, il faisait moins 20, genre grosse neige, pluie verglaçante. Les gens, c'était plein jusqu'au coin de la rue. Ouais. Mais en même temps, TikTok et Instagram ont aussi permis de faire connaître des endroits qui seraient peut-être restés dans l'oubli sans cette petite promotion-là gratuite. Plus que la critique, le bouche à oreille a toujours été le meilleur allié marketing des restos et dans une ville comme Montréal où on compte entre 4 700 et 5 000 restos, selon les sources quand même. Oui. Donc environ 3 restos par 1000 habitants. Il faut aussi se démarquer pour garder la tête hors de l'eau. Puis finalement, il faut aussi prendre en considération quelque chose d'important. Avec l'augmentation du coût de la vie, on a moins les moyens d'aller au resto qu'avant. Ça veut dire que quand on y va, on veut en avoir pour notre argent. Ouais. C'est peut-être un de mes nombreux hot takes, mais je pense que quand on va au resto, bien sûr, on veut de la bonne bouffe, mais on cherche surtout une experience. Ouais. On veut un bon service, une belle ambiance, puis pourquoi pas faire des belles stories si ça nous tente. Puis c'est peut-être ça, en fait, qui a causé le boom de resto au Le Cool à Montréal, notre besoin de sentir qu'on ne jette pas notre argent par les fenêtres. Ouais, vraiment. Je pense qu'il faut comme rentabiliser notre visite avec une petite story sur Instagram, un petit look cool. Oui, puis je pense, en tout cas, personnellement, moi, je veux plus juste bien manger. Je veux aussi avoir un service comme exceptionnel. Si je mange bien, mais que le service est pas le fun, c'est long. Mettons, tu sais, quand tu veux ton deuxième drink puis que la personne ne vient jamais te voir, là, ça m'énerve. Pour moi, ça ruine l'expérience. Puis ça fait aussi que quand ta sortie au resto coûte genre 150 $, t'es comme, j'aimerais avoir un service over the top, tu sais. C'est tellement un art, la restauration, qui va au-delà de la bouffe, justement. Là, genre, oui! Y a-tu de quoi de plus le fun que de t'asseoir dans un resto puis que tout soit tellement fluide, le serveur est fin, il te fait une petite blague, c'est drôle, le menu est cute, t'as envie de le prendre en photo, ta bouffe... Pardon. Ta bouffe arrive, elle est délicieuse, mais c'est pas too much, c'est pas trop salé, c'est pas trop assaisonné. Tu sais, genre, ce parfait équilibre-là, très difficile à trouver. Tu demandes un petit verre de vin, tu décris avec des mots tout croche ce que tu veux. La personne comprend ce que tu veux, elle te l'amène. Mais c'est dur à trouver de nos jours, vraiment, on dirait. Vraiment, c'est dur.
C'est dur, puis je pense que c'est ça, c'est un art de combiner tout ça. Mais toi, as-tu eu des expériences négatives dernièrement dans les restos, ou est-ce que justement... Je voulais te le demander. Ben oui, je suis allée à des places qui trendent, comme on dit. Ouais. Et j'ai pas nécessairement été toujours satisfaite. Non. Non, puis tu sais, j'aime bien essayer des cafés aussi, des fois. Puis tu sais, un latte, on s'entend que maintenant, c'est comme 6,50 $. Ah, les cafés abusent vraiment. C'est le avec prix new-yorkais, comme j'aime dire. Là. Puis quand il est pas très bon, t'es là, tu sais, vois-tu, j'aurais pu rester chez moi. Ton café est très beau, mais ça m'a coûté 7 $, puis il est pas très bon. C'est quand même décevant, là. Ouais. Puis c'est pas parce que t'as une machine à, genre, je sais pas combien de milliers de dollars que t'es capable de l'utiliser à bon escient. Non, c'est ça. Ça, c'est un souci. Moi, j'étais allée à la rôtisserie La Lune dernièrement. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui sont allés. C'est comme Parce qu'il trend. Ça trend pas mal. Puis c'est comme un Saint-Hubert de luxe, essentiellement. C'est vraiment comme poulet et frites, mais réinventé puis fucking cher. Puis honnêtement, si c'était pas de tout ce qui était nice dans le resto, en dehors de la bouffe, je pense qu'ils pourraient pas justifier ce prix-là, tu sais. C'est vraiment une affaire d'ambiance, d'atmosphère, de qualité du service, d'esthétisme aussi de l'endroit. Fait que je sais pas si... Au final, tu vois, c'est pas une expérience culinaire qui m'a marquée là, dans les derniers temps, pas du tout. Et pourtant, ça t'a coûté 150 $. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ça le problème. Mais ça veut-tu que on est une des villes en Amérique du Nord qui a le plus de restos par habitant? Ah ouais? Notre nombre de restos par 1000 habitants, je crois, se compare à celui de New York. Ah ouais? Mais je savais qu'on était reconnu quand même pour notre culture gastronomique assez... tu sais, il se passe des belles choses à Montréal, C'est comparable. C'est oui, cool. c'est ça, mais ça veut dire qu'on a une grosse culture de restauration ici, puis je pense que c'est pour ça que c'est normal qu'on est un peu plus exigeant, peut-être, comme clientèle. Parce qu'on a beaucoup de choix, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Mais je pense qu'aussi, c'est ça qui fait que les Montréalais sont vraiment down pour des petits restos qui ont l'air de rien, mais qui sont fucking bons. Ah, oui. Tu sais, un petit resto dans un demi-sous-sol, c'est viette, les gens qui travaillent là sont viettes, la bouffe goûte la vraie bouffe viette, I guess. Puis on dirait que le fait que ce soit comme en vieux tapis, puis que ce soit pas cool, puis que ce soit pas Instagrammable, ça rend le tout plus nice, quasiment. Mais il y en a des comptes TikTok maintenant, j'en souviens, s'appelle, je retrouve son nom, Diva Oisir. OK. Par exemple, qui parle de resto un peu comme ça. Elle appelle ça genre Hidden Gem, c'est en anglais, là, ou Hole in the Wall. C'est des restaurants, par exemple, je pense que c'est dans son compte que j'ai découvert le Nil Bleu. Puis elle a parlé d'un autre resto éthiopien, par exemple, qui va être comme à la Chine. Tu sais, des restos, justement, qui vont en dehors de ce groupe de même 6 restos qu'on voit tout le temps qui trendent en ligne sur TikTok. Puis justement, qui sont tout aussi bons et beaucoup moins chers. Ah, mon Dieu, tellement. Par exemple, il n'y a pas de néon de lasagne. Non, c'est ça. Il faut faire quelques sacrifices, mais de rien. Le néon. Pour vrai, moi, c'est vraiment un appel au peuple. Si jamais je devenais présidente de la République de Gabriel, il n'y aurait plus le droit d'ouvrir des établissements où il y a un néon rigolo thématique de votre établissement. Pour justifier les prix. On est tanné de ça. Je pense que c'est comme une mode qui doit arrêter. Comme le néon de lasagne, le néon de café, ou tu sais, une petite phrase genre « Live your life », on est tanné. On est passé à autre chose. Ouais. Tu vois, ton sujet me fait penser un peu à ce dont on a parlé il y a quelques semaines, le tourisme des plus cool. Oui. C'est un peu ça, je trouve. C'est comme, on est passé au-delà de comme aller voir les grands endroits nice que tout le monde voit sur Instagram, qui sont cool, qui font une belle photo, où est-ce que l'assiette est belle. On est plus au-delà de... Faut que ce soit plus... on revient à la base. Ouais. C'est-tu bon? C'est-tu bon? C'est-tu bon, oui ou non? Ben, question simple. Ben... J'aime ça. À toi? Oui, ben on est un peu dans un thème similaire. Oui, c'est ça que je trouve intéressant. Je m'excuse, je suis encore un peu malade. T'as tout notre pas terminé. Non, mais regarde, je t'annonce que les signes d'une récession ne sont pas juste dans les tableaux de Gérald Fillon ou les chroniques de McSween. Ils sont aussi dans ta teinture. Cette semaine, j'avais envie qu'on parle d'un terme qui a été pas mal populaire sur TikTok dans les dernières semaines, et c'est le recession blonde ou le blond récession. Le blond récession, c'est une théorie selon laquelle, en période de difficulté économique, on voit des racines foncées apparaître sur la tête des femmes teintes blondes qui décident d'espacer leur rendez-vous chez le coiffeur ou carrément d'arrêter d'y aller parce qu'elles sentent le besoin de couper dans les dépenses superflues. C'est très cher. Je sais pas si c'est ton cas. T'as-tu fait ça, dernièrement? Non, moi, tu sais comment j'ai une rigueur. T'as un électron esthétique. libre. Ouais. Elle vit en dehors de l'économie. Je dis pas de retraite dorée, mais aucune repousse. Puis les indices basés sur l'analyse de vente de biens ou de services non essentiels auprès des femmes qui sont connus pour être des indicateurs de
contexte économique difficile, il y en a vraiment plein d'autres pour vrai. Là. Il y en a qui s'attardent aux ventes de rouge à lèvres, de manucure, de collations aussi à l'épicerie, de champagne. Bref, puis j'ai vraiment lu beaucoup sur ces indices-là cette semaine. Puis au départ, ma chronique portait un peu juste sur ces indices-là. Puis c'était comme un peu des fun facts. Puis j'étais comme, je pense qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ces indices. Puis j'ai identifié 2 raisons. Premièrement, je pense que ça renforce un petit peu l'idée que les femmes sont le baromètre émotionnel de l'économie. Genre, on le sait bien, les filles, on sait pas gérer notre argent, on est un peu fofolles, puis quand ça va mal, il faut qu'on arrête le girl math puis qu'on se serre la ceinture. Ouais. Puis ça me gosse. Il me semble que penser de même, ça invisibilise tous les vrais choix difficiles que les femmes doivent faire dans les temps économiques durs, parce que dois-je rappeler que les femmes sont les premières victimes d'une économie qui va mal, genre skipper un rendez-vous chez le dentiste, pas avoir de linge d'hiver pour ses enfants, travailler plus, stresser sur le prix du yogourt. Puis la deuxième affaire qui me gosse un peu, c'est que ça psychologise la pauvreté au lieu de la politiser. Parce que c'est sûr que parler des effets de la récession en parlant de petites anecdotes de consommation funnées sur les cheveux, les ongles puis les manicures, c'est cute, mais ça évacue toutes les autres discussions sur genre les salaires, l'inflation, le logement. Puis demande à n'importe quelle fille qui a une repousse parce qu'elle a sauté ses rendez-vous chez le coiffeur, elle va te le dire, c'est sûrement ça qui la préoccupe, plus que ça repousse pas mal. Oui. En tout cas, bref, je trouvais ça un peu nono, puis je me doute là, que les filles qui ont contribué à la tendance sur TikTok, ils voulaient juste détendre l'atmosphère, rire un peu du contexte économique difficile, mais me semble que ce que les racines brunes disent du S&P 500, on s'en fout un petit peu. C'est quoi le S&P 500? C'est un indice boursier. Ouais, Bref. je l'ai appris aujourd'hui. Now you know. Mais c'est comme si ça rendait l'angoisse financière une posture esthétiquement intéressante, tu sais, alors que comme, ben non, rusher financièrement, ça fait pas une tendance TikTok cute, là. C'est alertant. Tout devient une tendance. On en a parlé souvent au balado aussi, là, que de la tendancification des choses, là, pour justifier des choix de vie aussi, des fois. Là. Comme là, on dirait peut-être pour se justifier, tu te sens mal d'avoir ta repousse, tu trouves que ça fait pas propre ou pas, genre, entretenu, mettons, là. Puis tu veux le justifier, donc tu t'inventes que tu fais partie d'un trend. Ouais, c'est ça. C'est correct. Ouais. C'est comme le ombre, là, il y a quelques années, c'était devenu comme vraiment populaire. Puis il y en a qui avaient fait des liens avec l'économie. Ah, c'est parce que le ombre, c'est à cause que les filles avaient plus d'argent à mettre dans leur repousse. Mais c'est comme, tu peux pas faire des liens comme ça constamment entre les choses, alors que, tu sais, les tendances évoluent indépendamment de l'économie, tu sais. C'est très intéressant. Pour vrai, depuis tantôt, il faut que je te dise à quoi je pense. Ça fait aucun sens et en même temps, c'est tellement moi comme réflexion. OK? Et c'est que j'avais déjà lu quelque part dans un livre sur les tendances beauté au fil des années 20 et 30 que les sourcils des femmes durant les années 20 et 30 étaient extrêmement arqués et descendaient. Ils ont comme, tu sais, un sourcil particulier, comme ils se rasaient les sourcils puis ils dessinaient très, très haut. C'était en raison de la Grande Dépression. OK. Pour avoir l'air plus heureuse pendant la Grande Dépression? Non, c'était comme pour mimiquer la Grande Dépression. C'était comme plus dramatique parce qu'on était dans une époque dramatique. Puis depuis que j'ai lu ça, j'y pense fréquemment parce que je me dis, c'est-tu moi ou ça marche pas comme... C'est un drôle de lien. Puis on dirait que ça me rappelle ce que tu me dis en ce moment où on essaie de faire des liens avec le comportement des femmes ou la mode et la situation économique quand... Oui, des fois, il y a des liens. Oui. Mais je pense que peut-être qu'on fait trop de liens. Puis depuis tantôt, tu me parlais de ça, mais est-ce qu'il y a aussi des exemples de trucs que, par exemple, typiquement, les hommes vont plus consommer ou c'est juste les manucures? Ben là, j'ai vu que les sous-vêtements pour hommes, apparemment, connaissent vraiment une baisse dans les ventes dans les périodes économiques difficiles. Ah! Eh bien. Disons la culotte trouée occasionnellement. Voilà. Mais tu parlais des années 20, puis il y a aussi le Hemline Index qui existe sur la longueur des jupes. Et donc, il paraît que dans les périodes économiques difficiles, les jupes sont plus longues. Et quand l'économie prospère, les jupes sont plus courtes. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi. Et il y a vraiment plusieurs théories en ligne. Puis j'ai fini par comprendre que c'est un peu bullshit, cet index-là, puis que les gens se sont inventés des liens entre des choses. Mais oui, il y en a tellement. Il y a aussi le Stripper Index. C'est le sujet d'un article sur CAC 95 d'ailleurs cette semaine, que les travailleurs du sexe auraient moins de demandes quand l'économie va mal. Mais c'est sûr parce que c'est une dépense en extra, là. Ben c'est ça, mais parce qu'à un moment donné, tu peux faire plein d'index si tu veux, là. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, c'est sûr que toutes les dépenses vont diminuer en période de récession. Donc là, tu peux trouver celle que tu veux qui va, tu sais, à part le loyer, qui est une dépense fixe, là, ou hydro, là. Mais il y a aussi les dépenses qui augmentent. C'est ça. Il y a certaines dépenses qui diminuent pendant les périodes économiques difficiles, mais il y en a d'autres
qui augmente, comme le Lipstick Index qui veut que les femmes délaissent les gros luxes pour se rabattre sur des petits plaisirs abordables dans les périodes économiques plus difficiles. Comme le lipstick, apparemment que c'est un petit luxe qui est plus abordable que genre un vrai rouge à lèvres ou que comme une sacoche. Puis j'étais comme, ouf, ça devient mélangeant. Qu'est-ce qui est comme un petit bien ou un plaisir. service sur lequel tu te rabats quand l'économie va mal Ouais. versus qu'est-ce qui est quelque chose que tu te permettrais, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression que tous ces indices-là sont un peu de la boîte. Ben, je pense aussi à des gens qui auraient eu du financement pour faire de telles études. Mhm. Et je me dis, pourquoi? C'est sûrement des compagnies qui les ont financées en toute franchise. Sûrement, là. oui, c'est vrai. Mais ça reste pourquoi? Ça me Il y en a un semble qui va t'intéresser. Il y a le Diaper Rash Index aussi, Ah! qui veut que les parents, quand l'économie va mal, achètent moins de couches et Yo, se ouais. rationnent plus sur les couches. Et donc, que les enfants ont plus de rash, donc de problèmes. d'érythrème fessier. Voilà. Et donc, que les ventes de lotion pour les fesses pour bébés augmentent quand l'économie va mal. Ah! En tout cas, Ben ça fait du sens, parce que les couches, c'est très cher, on va se le dire, là. oui, clairement. C'est vraiment, là, c'est fou, là, les calculs que tu peux faire en sachant combien tu dépenses par année en couches. Ouais, c'est épouvantable. Les boîtes sont très chères, C'est un puis fléau. je pense que les compagnies qui produisent des couches le savent qu'on n'a Ouais. pas le choix de s'en passer, donc ils vont Et nous les charger compagnies- le gros prix. Qui produisent des couches produisent sûrement aussi des lotions pour les fesses. Tout est dans tout. Donc, peu importe comment l'économie va, ils sont chill. Ouais. Dernière affaire intéressante sur laquelle je suis tombée en creusant sur ce sujet cette semaine, c'est que l'économie impacte aussi notre façon de consommer la musique. Est-ce que tu savais que la recession La pop... recession pop, hey, c'est existe? dans ma liste de sujets, je voulais peut-être couvrir. Ah, en tout cas, je trouvais ça bien intéressant. Puis il paraît que c'est ça. Quand l'économie va moins bien, c'est les tunes avec des paroles plus joyeuses qui permettent de s'évader qui performent bien. Genre Lady Gaga, Kesha et Katy Perry qui produisent des tunes qui ont tendance à avoir des tempos plus rapides et des rythmes plus légers. Fonctionnent bien quand l'économie va mal. Je sais pas quoi penser de tout ça. On dirait que ça boil down, ça réduit Ouais. les gens à quelque chose de tellement simple et peu complexe. C'est comme. simplet. C'est très simplet, Ouais. genre. On est triste parce qu'il n'y a pas d'argent, on cherche à être plus content. Mhm. On est, tu sais, je sais pas. Le seul avantage que je voyais à ces index-là, c'est que ça rend, mettons, notre rapport à l'économie un petit peu plus tangible, tu sais, c'est plus Humain. concret. Mais après ça, c'est parce que tu peux faire ça avec tellement de choses Oui. que je sais plus ce que ça veut dire. Mais bref. Ainsi soit-il, et je pense que c'est le moment où on accueille notre Ainsi invité de la soit-il. salle de rédaction. Cette semaine, c'est notre collègue journaliste Salomé Marie qui vient nous jaser de son reportage sur les familles pluriparentales qui ont commis une petite heure de gloire au cours des dernières semaines à cause d'un jugement historique de la Cour supérieure du Québec. Fait qu'elle va nous expliquer tout ça. Oui, allô Salut. Salomé. Merci d'être là. Bon, là, en toute transparence, j'ai travaillé avec Salomé sur ce dossier parce qu'il est coproduit, je sais pas si on peut dire ça, par Molo, qui est ma petite branche urbanière sur laquelle je travaille. Donc, je fais semblant que je suis pas au courant. Ah, ben, bien au fait là, de tout ce dont on va parler. Mais Salomé, oui, toi, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien alors, en juin dernier, la Coalition des familles LGBT+, et des familles pluriparentales sont allées devant la Cour supérieure du Québec pour demander à ce que les familles pluriparentales, donc les familles qui ont plus de 2 parents, soient reconnues légalement. Puis, le juge a tranché le 25 avril. Puis, il a jugé que c'était inconstitutionnel de limiter à 2 le nombre de parents qui peuvent être pour le même enfant, en fait. Parce que c'est ça qui est intéressant quand même, c'est que c'est pas... Ce que le juge a tranché, c'est pas que la loi doit être changée. Ben, c'est que l'application de la loi doit être changée, mais La loi n'est pas changée Oui, tout de c'est ça. suite. Là, le gouvernement va avoir 12 mois pour changer la loi, mais c'est possible que ça aille en appel. La coalition et toutes les personnes qui ont travaillé sur le dossier espèrent que non, là. Mais c'est une possibilité. c'est un long processus. Exact. C'est quoi une famille pluriparentale? Bien, c'est une famille qui a plus de 2 parents et qui sont donc des parents qui sont tous, qui ont un rôle parental égal. C'est-à-dire que là, on ne va pas parler d'un beau-parent, c'est vraiment un parent à part entière. C'est pas une famille reconstituée, Non, là. pas C'est du genre, tout. nous sommes 3 personnes et nous voulons fonder une famille. Exact. C'est pas non plus des donneurs, des mères porteuses, c'est des parents. OK. C'est ça. Il y a plusieurs configurations aussi de familles pluriparentales, là. Il y a, mettons, un couple et un ami, 3 amis. Ça, c'est une famille amie parentale.
C'est ça? Ben, ça reste pluriparental. C'est pluriparental, Je pense pluri-ami-parental. qu'ami-parental, c'est pas comme un vrai terme. C'est un vrai terme? Ben oui, Mona Greenbaum nous en avait parlé. oui, c'est ça, mais mais c'est comme... C'est ça, je pense pense que légalement, c'est c'est quand pluri. des amis ont Mhm. des enfants ensemble. C'est le cas d'ailleurs de Colin, là, qu'on a interviewé. Oui. Lui et sa copine ont eu un enfant avec leur meilleur ami. Colin Boudrial, l'humoriste. Oui. Colin Boudrial, l'humoriste. Qui Qui n'est pas porte dans un une pomade. couple, mais qui a une Non, conjointe et qui ils ont fait un enfant avec une de leurs amies. Mhm. Mais Mais ça peut aussi pluriparental- être des trouples. C'est ça, ça C'est peut ça. aussi être des trouples. Mhm. Ça peut aussi être deux couples qui ont décidé d'avoir un enfant ensemble. Oui. Ah, y a-tu un max? Ben, OK. Dans le fond, il y a 3 provinces au Canada où les familles pluriparentales ont été reconnues. Donc, c'est la Colombie-Britannique, l'Ontario et la Saskatchewan. Et sont reconnus sous certaines conditions. Donc, la première, c'est que il n'y a pas plus de 4 parents. C'est OK. le nombre maximal. Ça, c'est le max, OK. Oui. Puis la deuxième, c'est que tous les parents, toutes les personnes qui veulent être parents de l'enfant aient signé au préalable une entente familiale. OK. Fait qu'on peut pas on pourrait pas s'improviser parent d'un enfant si on embarque après dans le processus. C'est sérieux. Faut que tu aies Oui. signé... Oui, mais c'est comme les familles homoparentales. Ils appellent ça un projet parental. Il faut que tout le monde soit impliqué au début, puis Mhm. un projet de famille. Mais un changement à la loi, en quoi ça serait bénéfique pour un parent de famille pluriparentale? Tu sais, je sais que pour l'instant, justement, vu qu'il y a juste 2 parents qui peuvent être sur les papiers, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un ou une ou 2 personnes qui est left out. Là. Mhm. Totalement. Puis ça peut poser beaucoup de problèmes. Par exemple, on a interviewé Sophie Paradis, qui est comédienne et mère dans une famille pluriparentale. Puis elle, dans le fond, sa configuration, c'est que elle et sa copine de l'époque ont eu un enfant avec leur ami, homme. Puis, ben, dans le fond, c'était elle, Sophie, et le papa qui était... Sur les papiers. Sur les papiers. Ouais. Donc, Dominique, la copine de l'époque de Sophie, était pas sur les papiers. Puis, par exemple, là, ils ont amené leur enfant se faire vacciner pour la COVID. Bien, Dominique, en fait, puis vu qu'elle n'était pas reconnue légalement, elle pouvait pas donner l'autorisation Pour les vaccins. pour le vaccin. Fait Mm. qu'ils ont dû avoir l'autorisation d'un des 2 autres parents, tu sais. Mhm. Puis, au-delà des limites, tu sais, légales comme ça reste que c'est comme si le parent ou les parents qui sont pas reconnus légalement doivent toujours dire... Ils peuvent pas dire « je suis légalement la mère de mon enfant Ouais. Mhm. Tu sais, c'est comme invalidant pour Ben, ces... vraiment. Mais c'est aussi vraiment anxiogène. Là. Je pense que, tu sais, Mhm. je pense que c'est légitime d'avoir des peurs aussi dans ces configurations-là où qu'un jour, quelqu'un te rejette totalement de l'équation, puis là, Oui, tu n'as plus de aussi. droit sur ton propre C'est enfant. ça. Mhm. Ça doit être très difficile. Là. Tu peux pas tomber dans des chicanes familiales ou Mhm. puis si tu n'as plus de droit. Là. Mhm. Donc, c'est ça, le changement de la loi, ça protégerait non seulement l'enfant, mais aussi les droits des parents qui Mhm. doivent être tous reconnus. tu sais. Mhm. Mhm. Puis, y en a-tu tant que ça, des familles pluriparentales au Québec? Ben, c'est une bonne question parce qu'il semble pas avoir beaucoup de chiffres là-dessus. Ouais. Non, c'est ça, mais on sait pas. Mais je pense que ça a l'air de gagner en popularité. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand on pense aux familles pluriparentales, on pense souvent aux familles homosexuelles. Mhm. Parce que nécessairement, je veux dire, biologiquement, un couple homosexuel, pour avoir un enfant, il besoin d'une tierce partie. Donc là, il y a de plus en plus de familles pluriparentales avec des parents hétérosexuels, Comme Colin, mettons. comme Colin. Mhm. C'est ça. Un couple plus une amie. Mhm. Puis C'est ça. je pense que c'est intéressant justement dans l'idée que on réalise qu'on a besoin de beaucoup de bras pour Oui, élever c'est un ça. enfant. Tu n'as Ouais. pas envie d'avoir toute la charge sur 2 personnes. À 3, c'est peut-être plus facile de se la diviser, plus compliqué, j'imagine, à d'autres niveaux. Là. Puis on salue les familles soloparentales qui doivent... mon Dieu, je suis Ouais, tellement ouais. fatiguée pour ces personnes-là. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi quand on a fait le tournage, c'est que Mona Greenberg de la Coalition des familles LGBT, elle semblait dire que c'était pas nouveau aussi, ce modèle de famille-là. Que là, on entend plus parler dernièrement à cause aussi de la loi, mais que ça fait longtemps que ça existe. Mhm. Ben, ce qu'elle disait, c'est que historiquement, c'est ça, les enfants étaient pas nécessairement élevés par seulement 2 parents. Ouais. Puis qu'elle a dit que c'est assez nouveau dans l'histoire que c'est un thing. La Mhm. famille nucléaire, là, ouais. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, je veux dire, dans d'autres cultures aussi,
Les familles, c'est des configurations qui existent, là. Donc, En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être reçu parce que, ben, tu sais, Colin, il a fait beaucoup de sorties dans les médias dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis on dirait qu'à chaque fois que je voyais une des capsules passer, j'allais aussi voir les commentaires puis je voyais que ça choquait vraiment les gens, la famille pluriparentale. Je pense qu'on associe beaucoup ça, puis on en parle dans le micromag, à genre la sexualité. On a l'impression que c'est un trouble, que c'est des personnes qui couchent toutes ensemble, qui ont des limites floues par rapport à leurs relations, leurs limites, leur entente. Pourquoi ça choque le monde à ce point-là, les familles pluriparentales? On dirait que ça nous déboussole complètement. c'est une bonne question. Je saurais pas y répondre. Ben, je pense que tout ce qui est différent va déranger les gens, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une notion de paresse, là, peut-être, ou de frivolité que les gens vont appliquer à ces familles-là, comme si, premièrement, ils n'y avaient pas pensé. Là. Colin, il en a parlé aussi dans le reportage. Comme si tu décidais ça sur un coin de table de faire un enfant à 3. Genre, hey, on fait tout ça, puis tu pensais pas aux limitations légales, justement, au vrai travail que ça implique. Là. Puis je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont triggered aussi à l'idée où, ben pourquoi vous avez besoin d'être 3? T'sais, nous, on est 2, puis c'est bien correct. Je pense qu'il y a un peu cette idée-là, comme les familles solo-parentales, justement, peuvent être jugées comme pourquoi tu veux faire ça toute seule, tu veux pas te trouver de chum, ou tu sais, je pense qu'il y a des préjugés dans les deux sens. Mais et aussi, je trouve les gens, des fois, ils se posent des questions qui n'ont rien à voir avec le fait que c'est une famille qui a plus de 2 parents, comme par exemple, tu connais dire, les gens nous demandent si on se sépare, si Emma, parce qu'une des parents dans sa famille est française, si Emma repart vivre en France, qu'est-ce que vous allez faire? Mais c'est comme, dans un couple, il y aurait les mêmes enjeux, là, c'est pas si différent, là, au fond. Je pense pas que les gens demandent à un couple québécois-français, genre, si ton chum retourne en France, est-ce qu'il va, tu sais? C'est ça. Ça, c'est des questions que les gens posent à ces personnes-là. C'est drôle parce que récemment, avec 495 puis Molo, on a produit un contenu sur l'adoption aussi avec la DPJ. Puis il y a beaucoup de gens qui soulevaient dans les commentaires qu'on soumet les parents adoptants de la DPJ qui sont souvent des couples homosexuels, parce que c'est une alternative intéressante, une avenue qui fonctionne pour ces couples-là, on veut tellement qu'ils répondent à plein de critères, on veut tellement qu'ils soient les parfaits parents. C'est comme vraiment un parcours du combattant pour pouvoir adopter un enfant. Puis c'est la même chose un peu avec les familles pluriparentales. On a l'impression que dans les modèles alternatifs, il faut tellement que tu te prouves comme parent pour avoir accès à une famille comme tout le monde, tu sais. C'est tellement rushant. Fait que là, c'est rassurant de voir qu'on intègre ça dans la loi. Puis que, tu sais... Puis une fois que la loi est passée aussi, ça donne une reconnaissance aussi, tu sais, sociétale, là. Ça change la vision des gens. Oui. C'est une bonne chose aussi. Oui, ça normalise. De juste la légalité du truc. C'est cool. Hey, vous pouvez consulter le micromag Urbania qui va être paru en fin de semaine. Merci, Salomé. Merci à toi. C'est le premier micromag à Salomé. Oui. Félicitations. Dernier qu'on a enregistré, veux-tu y aller, mon brave? Oui, je peux faire ça. Okay. Mon contenu enregistré cette semaine, je pense que je vais te le faire écouter avant de te l'expliquer parce que faut l'entendre pour le croire. Pave paradise to put up a parking lot. Big yellow taxi took away my old man. Oh, it always seemed to go that you don't know. Bon, je t'épargne la suite de ce mon TikTok. Dieu, est-ce que c'est... c'est elle? C'est Elisabeth May qui oui. chante Big Yellow Taxi, sa chanson préférée, au Junos le week-end dernier. Puis aussi quand elle a fait un duo avec son conjoint quand elle a gagné ses élections, aussi en début de semaine. En tout cas, cette femme chante partout où elle va et elle chante mal. Hey, tu sais l'expression « don't quit your day job ». C'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires aussi « Elisabeth, rentre chez toi, tu es saoule. » Oui. Ouais, c'est vrai que ça sonne ma tante saoule. C'est vraiment ça. On espère qu'elle a un chauffeur désigné. Oui. OK, moi, c'est Rose Adam qui roast les artistes québécois à leur outfit de tapis rouge. Pour les gens qui vont aller à la disque cette année, allez voir tout de suite les stories du Gala Dynasty. Allez voir les looks sur le tapis rouge. And take some fucking notes. Take some fucking notes. Les Gala Dynasty en ce moment, là, servent des looks de genre Met Gala, là. Ça, c'est vrai. Oui, donc je sais pas si vous connaissez le Gala Dynasty, mais c'est vrai que les looks sur le tapis rouge à chaque année sont très impressionnants et beaucoup plus impressionnants que les looks de certains galas artistes. Et notre ancienne collègue Malia roquait ses looks au quotidien au bureau. C'était genre un petit lundi pour elle, là, genre arriver avec une tenue incroyable. Oui, j'ai voté pour elle à mieux habillée du bureau à chaque Noël depuis que je suis ici. Indéclassable. Oui. Hey, c'était ça pour aujourd'hui? Oui.
Je me suis retenue de tousser tout le long de l'épisode. J'ai tellement hâte que ça finisse. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez, abonnez-vous pour jamais rater un épisode. Et pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag Urbania. C'était Gab et Flo. On vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Bye!